Il y a des hommes politiques qui perdent des élections. Il y en a d'autres qui perdent des guerres. Et puis il y a Jacques Chirac qui, selon certains, a perdu les Jeux Olympiques de Paris à cause d'une blague sur les saucisses anglaises. Voilà une histoire vraie, documentée, racontée par des témoins directs, imprimée dans des livres de mémoire, débattue dans les journaux des deux côtés de la Manche, et qui dit, en creux, quelque chose d'essentiel sur la France et sur un certain type d'homme que ce pays a fabriqué comme personne d'autre. Nous sommes au tout début du mois de juillet 2005. La France et l'Angleterre sont en compétition pour accueillir les Jeux Olympiques de 2012. Le vote du Comité international olympique doit avoir lieu à Singapour dans quelques jours. Paris est favorite, la délégation française est sûre d'elle. Jacques Chirac, lui, rayonne. En route pour Singapour, il s'arrête à Kaliningrad, une petite enclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie, au bord de la mer Baltique, pour un sommet tripartite informel avec Vladimir Poutine et Gerhard Schröder. Un déjeuner entre amis, si l'on peut dire. 3 chefs d'État, une table bien mise et la décontraction des hommes qui pensent que ce qu'ils disent reste entre eux. Et là, dans ce cadre discret, Jacques Chirac fait part à ses 2 alliés d'une réflexion personnelle sur la gastronomie britannique. Il leur dit, et la phrase sera rapportée mot pour mot, traduite en 10 langues et commentée pendant des semaines, Chirac à Poutine et Schröder, on ne peut pas faire confiance à des gens qui cuisinent aussi mal que ça. D'ailleurs, après la Finlande, c'est le pays qui possède la plus mauvaise nourriture au monde. Poutine sourit, Schröder rit. Les convives sont ravis. Les serveurs, eux, ont tout entendu. 2 jours plus tard, la phrase est dans la presse internationale. Cherie Blair, l'épouse du Premier ministre britannique, l'apprend à Singapour, à quelques heures du vote olympique. Et ce qui se passe alors a été raconté par Sebastian Coe, l'ancien champion olympique devenu patron de la candidature londonienne dans ses mémoires publiés en 2012. La réception du CISO à Singapour est cruciale. C'est là que les délégations françaises et britanniques font leur dernière tentative pour convaincre les membres du comité. Chaque poignée de main compte. Chaque conversation peut faire basculer un vote. Jacques Chirac est dans la salle. Il s'apprête à aller charmer des représentants du CIO. Et c'est là que Cherie Blair entre en scène. Sebastian Coe l'a décrit ainsi, et la comparaison n'est pas tendre. Comme une tête chercheuse de missiles, elle traverse la pièce en direction de la délégation française. Elle s'arrête devant le président de la République française, et dans le brouhaha de la réception, sa voix porte « Chérie Blair, d'après ce que j'ai compris, vous avez dit des choses particulièrement grossières à propos de notre cuisine. » Chirac, cet homme qui avait affronté De Gaulle, négocié avec des dictateurs, survécu à 2 cohabitations, se retrouve à bredouiller des démentis devant l'épouse d'un Premier ministre. Tony Blair, rapporte Sebastian Coe avec une délectation évidente, s'était prudemment éloigné. Il pouvait entendre la conversation aussi bien que tout le monde. Mais il avait d'autres délégués du CIO à convaincre. Et il avait toute la place pour le faire parce que Jacques Chirac, embarrassé, avait quitté les lieux précipitamment. Paris perdit le vote final, 50 voix contre 54 pour Londres, 4 voix. Soit, selon certains calculs hasardeux mais séduisants, exactement le nombre de délégués que Chirac n'avait pas pu approcher ce soir-là. Ce n'était pas la première fois que Chirac frôlait l'incident diplomatique
avec les Britanniques. Il y avait un précédent fameux raconté par plusieurs témoins du protocole. Une visite officielle à Londres. Le président français et la reine Élisabeth II remontent le Mall en calèche sous les vivas de la foule. Caméras, gardes en uniforme, chevaux luisants, la République dans toute sa splendeur est là, parce que les chevaux, même royaux, ont leur petit moment d'humanité. L'un des équidés de Sa Majesté produit un son et une odeur qui n'ont strictement rien à faire dans un cortège officiel. La reine se raidit. Elle rougit légèrement. Et pour Élisabeth II, rougir légèrement équivaut à une crise de nerfs chez n'importe qui d'autre. Elle se tourne vers son invité et murmure avec tout le flegme britannique dont elle est capable. La reine Élisabeth II, oh, je suis vraiment désolé, de monsieur le président. Chirac, ne vous en faites pas, Majesté, je croyais que c'était le cheval. La reine choisit de n'avoir pas compris, c'était plus sûr pour tout le monde. Et Chirac, lui, était parfaitement satisfait de sa répartie. On pourrait conclure que Jacques Chirac était imprudent, maladroit, inconscient des conséquences de ses mots. Et on aurait raison, mais on passerait à côté de l'essentiel. Chirac était l'un des derniers représentants d'une certaine France, celle des hommes politiques et qui parlaient avec leur ventre autant qu'avec leur tête. Qui pensait de ce qu'ils disaient? Qui faisait de la politique comme on fait la conversation, avec franchise, avec humour, avec cette conviction un peu naïve que la sincérité est toujours préférable au calcul? Est-ce que cette franchise lui a coûté les Jeux Olympiques de Paris? Peut-être, probablement pas seul, mais elle lui a valu quelque chose que ses successeurs n'ont jamais vraiment eu. Une popularité posthume qui ne se dément pas. 20 ans après sa mort, les Français le regrettent, parce qu'il leur ressemblait avec tous ses défauts, et quelque part dans les salons du CIO, il y a probablement encore des délégués qui sourient en repensant à l'histoire des saucisses.